Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Rendons-nous tout de suite au palais présidentiel où le chef de l'État s'est entretenu avec le responsable du groupe bancaire français BPCE, la Banque populaire caisse d'épargne. Le groupe veut s'implanter en Côte d'Ivoire, investir et donc contribuer au développement du pays à travers des financements d'entreprises. D'après son premier responsable, François Pirol, l'économie ivoirienne a un potentiel important et la BPCE compte l'accompagner. Toujours en bref et en images, depuis vendredi soir, on connaît le nouveau bureau de la commission électorale indépendante. Son président est Youssouf Bakayoko qui se succède à lui-même. 5 autres membres composent ce nouveau bureau de la CEI, l'organe en charge d'organiser les élections en Côte d'Ivoire. Youssouf Bakayoko est donc le président. Son premier vice-président est Koné Sourou du RDR. Le deuxième vice-président, Koulibaly Gervais du CAP UDD et Auguste Mirmont est troisième vice-président de l'institution. C'est effectif maintenant. La Banque africaine de développement est de retour en Côte d'Ivoire, où se trouve son siège statutaire depuis mars 1965. De cette date jusqu'à sa délocalisation à Tunis en 2003, la BAD a beaucoup investi. On note plusieurs interventions de l'institution dans des secteurs tels l'éducation, la santé, les infrastructures en Côte d'Ivoire. On en parle avec Juliette Weyer. L'année 2014 marque le retour définitif de la Banque africaine de développement en Côte d'Ivoire. Le siège de la BAD avait été transféré provisoirement d'Abidjan à Tunis en 2003 en raison de l'instabilité politico-militaire en Côte d'Ivoire. De l'ouverture de son siège en mars 1965 en Côte d'Ivoire à son départ en 2003, quel est le niveau des interventions de la Banque africaine de développement dans le pays? Quel bilan peut-on tirer de ces réalisations? 15 projets d'une valeur de 400 milliards de francs CFA ont été financés en Côte d'Ivoire par la Banque mondiale. L'institution financière internationale a investi dans plusieurs secteurs d'activité, notamment l'agriculture, le transport, l'éducation et la santé. Ce niveau de performance a été possible grâce aux mesures prises par le gouvernement ivoirien en instaurant la déconcentration du pouvoir de décaissement et la rationalisation des projets. Pour ce grand retour en Côte d'Ivoire, la Banque africaine de développement lance 2 cycles quinquennaux de stratégie pays. Le premier en cours va s'achever en 2017 et le second va constituer le cadre d'intervention 2018 à 2022. Ces cycles correspondent aux demandes en accompagnement formulées par Yamoussoukro lors de discussions entre l'institution bancaire africaine et les autorités ivoiriennes, notamment le ministère du Plan. Ainsi, dans le cadre du Programme national de développement et pour la période 2013-2017, la Banque africaine de développement s'engage à apporter un concours significatif pour le financement des infrastructures de transport, tant nationales que régionales et énergétiques, ainsi que pour l'appui à la cohésion nationale dans son volet relatif à l'emploi, surtout des jeunes. Ceci au regard des besoins tels qu'exprimés par Yamoussoukro le 5 décembre 2012 lors de la réunion du groupe consultatif de Paris. La BAD va également soutenir la réalisation de plusieurs projets régionaux comme l'autoroute Abidjan-Lagos, pour laquelle une réunion de haut niveau s'est tenue à Yamoussoukro en marge de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. La BAD envisage de participer au financement de l'autoroute Abidjan-Ouagadougou ainsi qu'à de nombreux projets inscrits dans le document de stratégie de l'intégration régionale pour l'Afrique de l'Ouest. La Banque africaine de développement, enfin, va investir en Côte d'Ivoire dans des projets électriques majeurs, ce qui va contribuer à augmenter les capacités de production des entreprises installées dans le pays ou qui souhaitent le faire. Plusieurs autres projets dans l'agriculture et l'assainissement ont démarré et se poursuivent à travers le pays, notamment le programme d'appui à l'amélioration de l'employabilité et de l'insertion des jeunes. Ce projet vise à combler le déficit en travailleurs qualifiés en Côte d'Ivoire.
L'État ivoirien se met à l'heure de la gouvernance électronique. Le projet e-fonction publique vient d'être lancé à Yamoussoukro. Objectif, améliorer la qualité de service au profit des populations. Reportage RTI Boaké. Faire de la gouvernance électronique un succès en Côte d'Ivoire en créant une synergie entre les différentes administrations publiques. Tels sont les objectifs du gouvernement ivoirien. Initié depuis 2011 sous la conduite du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, le projet e-fonction publique est officiellement lancé. Il couvre deux axes majeurs. L'e-administration qui offre des conditions meilleures de travail aux agents de l'administration publique et l'e-service qui permet d'améliorer la qualité des services offerts aux populations où qu'elles soient. En réceptionnant à Yamoussoukro le document national de stratégie e-fonction publique, les ministres Cissé Ibrahima Bakongo de la fonction publique et de la réforme administrative et Bruno Nabagné-Koné de la poste et des technologies de l'information et de la communication n'ont pas manqué de relever ce vent nouveau qui souffle sur l'administration publique ivoirienne. Il était aberrant qu'en 2014, qu'un fonctionnaire se déplace d'un bout du pays jusqu'à Abidjan, quelquefois pour venir chercher juste une information. Et pourtant, nous avons en 2014 tous les moyens à notre disposition, les moyens offerts donc par la technologie de l'information et de la communication. Malheureusement, nous nous perdons souvent dans les dédales de l'administration compte tenu du grand nombre de services que l'administration est censée fournir aux populations. Avant même d'être un outil au service de l'État, c'est d'abord un outil de simplification de la vie de nos concitoyens. Chaque ministère se devra donc de mettre à jour sa plateforme via le portail démarche.gouv.ci qui est déjà en ligne. 15,820 milliards de francs CFA est le montant de la mise en œuvre de l'étude e-fonction publique sur une durée de 3 ans. Cette somme est entièrement financée par l'Agence nationale du service des télécommunications, ANSUT. Le Nigeria est-il sur le point de perdre le contrôle de l'État de Borno, y compris de sa capitale Maïdiguri, ce qui permettrait à la secte islamiste Boko Haram de réaliser son ambition d'établir un califat dans le nord-est du pays. Ces dernières semaines, Boko Haram a conquis plusieurs localités importantes et la secte continue ses assauts sur des villes du Nigeria. Les insurgés auraient pris le contrôle de la ville de Banki au nord-est, près de la frontière avec le Cameroun. Je rappelle que l'insurrection armée de Boko Haram depuis 2009 a fait plus de 10 000 morts selon les autorités nigérianes et 650 000 déplacés. Direction la Belgique, où des venins sont au service de la science. Afin d'utiliser ces venins comme médicaments de demain, le projet Venomix a pour objet de les recréer en laboratoire sans faire appel aux animaux dont ils sont issus. Dans cette petite maison de la campagne belge se cache le deuxième producteur européen de venin. Dans son laboratoire, pas moins de 150 espèces d'animaux venimeux, dont les serpents les plus dangereux, comme le cobra cracheur, ou encore ce fer de lance de la Martinique. C'est un animal qui est assez agressif, c'est un animal de grande taille, qui a une coloration qui lui permet de se dissimuler facilement dans les hautes herbes. Et maintenant, le venin va couler. Avec des gestes précis, le venin est récolté. Il est ensuite congelé et lyophilisé avant d'être vendu au laboratoire pharmaceutique qui compte sur ces molécules pour développer de nouveaux médicaments. Pour traiter l'hypertension et pour traiter la douleur principalement. Et les nouvelles applications, nouveaux traitements, ce serait traitement anticancéreux, traitement du diabète en particulier. Autre animal recherché pour son venin, l'araignée. Parmi les nombreuses espèces du laboratoire, cette mygale de Leblon, originaire de Guyane. Elle peut mesurer jusqu'à 30 cm et la récupération du venin est plutôt technique. On stimule la contraction des muscles qui entourent la glande à venin par des petits chocs électriques, mais vraiment des chocs infimes de type de ce qu'on utilise chez les kinés. Le prix des venins varie en fonction de plusieurs paramètres, comme la rareté de l'animal, sa taille ou encore la complexité des opérations de récolte. Les venins de serpents à sonnette, donc les crotales, comme on a vu tout à l'heure, se négocient à moins de 100 € le gramme. En revanche, les venins d'araignée, là, se négocient à des sommes beaucoup plus élevées, de l'ordre de 20 000 € le gramme. Mais pareil, si un chercheur a besoin d'1 milligramme, ça ne fait aussi que 20 €.
Autre domaine prometteur en matière de venin, celui des animaux marins. L'outre-mer est riche en espèces comme ce petit poulpe du Pacifique, ce poisson-pierre de l'océan Indien ou encore ce cône dont le venin est particulièrement difficile à récupérer. On essaye de les leurrer avec de la nourriture et de les amener à piquer dans un tube pour récupérer le venin. Et voici la dernière acquisition du laboratoire, un tricot rayé du Pacifique. Son venin très virulent permettra peut-être la mise au point d'un nouveau traitement. La reconstruction de la bande de Gaza dévastée par 50 jours de guerre avec Israël coûterait 6 milliards d'euros, soit 4 000 milliards de francs CFA. Le Conseil économique palestinien pour le développement et la reconstruction, chargé de superviser la mise en œuvre de projets financés par ses donateurs, a ajouté que cette coûteuse reconstruction prendrait 5 ans dans l'hypothèse où Israël lèverait totalement le blocus de Gaza. Après les bombes, l'heure est au bulldozer à Gaza. Alors que les habitants de l'enclave constatent l'étendue des dégâts, des experts avancent des chiffres impressionnants. Selon l'autorité palestinienne, la reconstruction coûtera 6 milliards d'euros, un montant corroboré par Shelter Cluster, une ONG supervisée par les Nations Unies et la Croix-Rouge. 18 000 foyers ont été détruits, transformant plus de 100 000 personnes en sans-abri. L'ampleur de la destruction à Gaza est au-delà de ce que l'on attendait. Nous faisons au mieux pour pousser la communauté internationale à prendre ses responsabilités en aidant à la reconstruction de Gaza aussi vite que possible. Outre les immeubles d'habitation, une bonne partie de l'infrastructure économique a été touchée par les bombardements. Une centaine d'usines et de commerces ont été réduits en poussière. Stations d'épuration et réseaux d'égouts ne fonctionnent plus. De nombreuses écoles ont également été endommagées. Avant la guerre, ça allait mieux. Maintenant, c'est de pire en pire. Les frontières sont toujours fermées, il n'y a pas d'électricité, pas de travail, les gens souffrent et les élèves sont censés rentrer en classe. Que Dieu nous aide. L'autorité palestinienne estime qu'il faudrait au moins 5 ans pour reconstruire la bande de Gaza, dans l'hypothèse où le blocus serait totalement levé. Depuis 2006, Israël interdit l'entrée de nombreux matériaux de construction sous prétexte qu'ils peuvent être utilisés par le Hamas pour construire des tunnels. Des experts palestiniens proposent d'utiliser les millions de tonnes de débris en construisant une avancée sur la mer pour étendre la superficie de Gaza. Reste à savoir qui payera pour la reconstruction. Jusqu'à présent, c'est l'Union européenne le principal bailleur de fonds, sans avoir de poids politique pour influer sur le règlement du conflit israélo-palestinien. Un mot de religion dans ce journal et c'est à Lourdes que nous nous rendons. Lourdes où les chrétiens viennent d'effectuer un pèlerinage international. Parmi eux, des Ivoiriens appartenant à plusieurs organisations. Thérèse Etapeyoboué était notre envoyée spéciale sur place. Elle a suivi pour vous le parcours des pèlerins ivoiriens. Ils étaient cette année 115 pèlerins ivoiriens dirigés par Jean-Paul Nobou à fouler le sol de Lourdes. Un pèlerinage qui a été possible grâce au chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Anne Désiré Ouleto, ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, a apporté aussi un soutien aux pèlerins. Comme chaque année, une fois sur la terre de Sainte-Bernadette, ces pèlerins ont observé les rites du pèlerinage. Procession de l'autel à la grotte, portement de la bougie, une grosse bougie symbolisant les souffrances, les difficultés du pays qu'on va présenter à la Vierge Marie pour demander son intercession. Également au programme, le toucher de la grotte de Massabielle, là où la Vierge Marie est apparue 18 fois. À Sainte-Bernadette. Cette année encore, la paix pour la Côte d'Ivoire était au centre des intentions des pèlerins. Je viens ici pour demander à la Vierge Marie la paix pour mon pays. On ne vient pas en tourisme, mais on vient pour raffermir notre foi, pour la conversion. Et prier surtout pour que nous retrouvions la paix dans notre pays. Au nombre des pèlerins, beaucoup d'enfants. Je suis venue à Lourdes pour prier mes études. Pour plus tard, pour me nettoyer de mes péchés. Je suis à Lourdes pour prier le Seigneur, pour prier pour la famille et pour la Côte d'Ivoire. Je demande à la Vierge Marie de pouvoir bien travailler à l'école, d'avoir beaucoup de grâce sur mes frères et sœurs, sur moi-même. Le pèlerinage est un moment de partage, d'humilité, de pénitence, de transfiguration
mais surtout de prière. Et l'occasion a été donnée aux 6 prêtres du groupe de permettre aux pèlerins, au cours de nombreuses célébrations eucharistiques, de croire, mais surtout de vivre les paroles vivantes de Jésus-Christ. Sport, football, Paris réussi pour Hervé Renard et ses poulains. La Côte d'Ivoire s'est imposée face à la Sierra Leone 2-1. Les éléphants ont dominé la rencontre et ils ont obtenu la victoire pour leur première sortie, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2015. Et je vous propose les buts à chaud. Les lignes arrière, on va donner encore la possibilité aux Sierra Leonais pour ouvrir le score. Et voilà, il fallait s'y attendre. Beaucoup de laxisme dans la défense ivoirienne. Tentative de barrière. Goal, Baba. Koubia Seydou. Si les éléphants doivent marquer, c'est maintenant parce qu'ils sont dans une phase. Yao Kwasi. Yao Kwasi Gervais des éléphants de Côte d'Ivoire. Bravo donc à nos pachydermes. Le virus Ebola continue sa marche effrénée du football donc pour lui barrer la route. Voilà la trouvaille des journalistes qui ont décidé de se mobiliser contre la maladie. Les journalistes, premiers vecteurs des messages de sensibilisation, impliqués dans la mobilisation à travers un mini-tournoi de football dénommé Out Ebola est présidé par la ministre de la Communication. L'initiative est de l'Association de la presse étrangère en Côte d'Ivoire. 3 équipes ont pris part au tournoi et l'équipe vainqueur, c'est bien évidemment celle de la RTI et la radiodiffusion télévision ivoirienne. Je vous propose maintenant d'écouter Maître Afoussiata Bambalamine, la ministre de la Communication. Elle s'exprime ici au micro de Christelle Menant. Le virus Ebola ne passera pas par les journalistes. Ça, c'est un message fort. Nous voulons jouer pour tous les Ivoiriens, pour la Côte d'Ivoire, pour dire que nous savons que le virus Ebola est en Afrique, mais la Côte d'Ivoire va être préservée par la prière de tous, la prière de chacun. Mais, naturellement, avant que cette prière ne puisse aboutir, encore faut-il avoir les gestes qui sauvent. Donc, les gestes de prévention, qui sont donc ces gestes utiles de se laver les mains à l'eau et au savon. Fin de ce journal, à demain, 6h30. Du lundi au vendredi pendant ces grandes vacances avec Georges, le petit singe. On a un cadeau pour toi. Un ballon de foot tout neuf, regarde.